Bonjour tout le monde, bienvenue au webinaire de cet après-midi. Pour ceux qui commencent déjà à avoir l'habitude, on va attendre quelques minutes que les restes de personnes inscrites arrivent et puis on va démarrer dans quelques instants. À titre de rappel, ces webinaires, pour ceux qui doivent, encore une fois, pour ceux qui sont déjà habitués, on soigne à finir à l'heure. Mais si jamais vous devez quitter un peu plus tôt, ces webinaires se retrouveront ensuite en rediffusion sur notre site web ainsi que sur notre chaîne YouTube. Bonjour à tous ceux qui viennent de se joindre à nous. Cet après-midi, on va démarrer dans une minute à peu près. Juste on donne quelques instants que le reste des personnes inscrites se joignent au webinaire et on démarrera. Je pense qu'on peut commencer. Je vais commencer avec une dernière minute. OK, on laisse une dernière minute, puis on commence vraiment dans quelques secondes là, pour ne pas prendre de retard sur le webinaire. Je sais que notre invité d'aujourd'hui a beaucoup de choses à nous partager, fait qu'on ne va pas lui enlever de temps. Bon, je pense qu'on va commencer. Alors, officiellement, on commence. Aujourd'hui, nous avons les... non, là, je ne commence pas à la bonne place, donc désolé. Donc, je me reprends. Bienvenue à ce webinaire d'experts organisé par la Chambre de commerce de Montréal métropolitain. Cet événement fait partie d'une série de webinaires sur l'impact de la COVID sur les entreprises. Je me présente, Randy Motte-Cortez. Je suis directrice marchés internationaux et entrepreneuriat à la Chambre de commerce et j'animerai les webinaires de cet après-midi. Permettez-moi tout d'abord de remercier Hydro-Québec, présentateur de l'événement qui rend possible ces webinaires. Merci à Hydro-Québec. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un professionnel de l'ordre des CPA, André Fillon. Alors, André est conseiller exécutif chez Blue Mind. André est bien sûr CPA, mais aussi CRHA, et il intervient comme conseiller stratégique, coach exécutif et maître facilitateur auprès des PDG et propriétaires d'entreprises québécoises depuis plus de 20 ans. Il vient nous parler aujourd'hui de la gestion des affaires en période de crise. Il fera 30 minutes de présentation, suivie d'une période de questions que j'animerai. Nous vous invitons à poser vos questions en lien avec les sujets, bien sûr, par écrit, à l'aide de la boîte Q&A située en bas de votre écran. La boîte chat sert quant à elle à nous faire part de vos commentaires. Alors, juste faire attention. Donc, si vous avez une question, déposez-la sur la boîte Q&A. Les chats, c'est pour vous faire des commentaires avec nous. Les questions auxquelles nous n'aurons pas eu le temps de répondre aujourd'hui seront envoyées à notre conférencier et son équipe qui feront de leur possible pour vous répondre directement par écrit. L'ensemble du webinaire, à titre de rappel, sera disponible pour rediffusion sur notre site web et sur notre chaîne YouTube. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à notre invité d'aujourd'hui, André. André, à toi la parole. Bien, merci beaucoup. Merci pour la présentation. Merci pour l'accueil. Donc, en guise d'introduction, avant de tomber en mode présentation officielle, je tiens à vous mentionner deux choses. Un, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui, puis je tiens à remercier là, la Chambre de commerce de Montréal et l'Ordre des CPA du Québec de m'offrir cette opportunité-là. D'autre part, la clientèle, l'auditoire d'aujourd'hui est relativement variée d'après ce que j'ai eu comme information. Donc, je vais aborder, dans le fond, la présentation sous un angle comme si vous étiez tous des gestionnaires et possiblement des dirigeants, peut-être plus de PME, mais ça s'adapte aussi, je pense, à des plus grandes organisations. Mais disons que je vais positionner un peu mon sujet un peu dans un contexte de
PME et de dirigeants d'entreprise qui nous écoutent. L'autre élément, c'est que j'aime généralement interagir beaucoup avec mon auditoire. Dans le contexte actuel, on doit s'adapter. Donc, c'est malheureusement impossible de le faire en temps réel au fur et à mesure. Donc, je vais malheureusement devoir partager un peu mon contenu sur une période d'une bonne trentaine de minutes. Par la suite, on va avoir une belle période de questions par contre. Donc, je vous invite vraiment au fur et à mesure à poser vos questions. Puis ça me fera plaisir d'y répondre lors de la période de questions. Donc, sur ce, je vous partage immédiatement mon écran. On va pouvoir, dans le fond, entamer la présentation officiellement. Aujourd'hui, dans le fond, le contexte, effectivement, c'est la gestion des affaires, donc le management en contexte de crise. Donc, évidemment, on est tous plongés présentement dans une crise sans précédent. Donc, je ne vous cacherai pas que cette présentation-là n'était pas prévue dans la série des 20 minutes CPA au départ, mais on s'est rapidement assis ensemble, là, quelques partenaires et moi, là, Richard et Éric, entre autres, je les salue, pour développer ce contenu-là qui semble être pertinent dans le contexte. Ce qu'on va couvrir aujourd'hui, c'est 4 grands volets. Dans le fond, on va d'abord vous inviter à faire un état de situation de où se trouve votre organisation dans le contexte actuel. Donc, faire une réflexion de où vous partez, où vous en êtes, à peu près là, 8-9 semaines de confinement et de crise. Ensuite, on va parler des actions à prendre à très court terme. Donc, certains d'entre vous auront déjà entamé évidemment des actions. Donc, disons que ce volet-là pourra servir à tout le moins pour ceux qui ont déjà entamé diverses actions de liste de vérification pour voir si rien n'a été oublié. Et puis, pour ceux qui sont plus en mode déconfinement présentement ou encore au cours des prochains jours, bien, ça pourra vous servir effectivement de liste là, à suivre. Par la suite, le troisième volet, ça va être, on va vous inviter à revoir, à réfléchir à vos stratégies d'affaires qui doivent absolument être transformées à cause, encore une fois, du contexte dans lequel on est. Puis, on va terminer ensuite de ça par un volet qui va parler un peu de la reprise. Donc, à quoi penser pour la reprise, le déconfinement? Évidemment, oui, le déconfinement est amorcé graduellement au Québec. Il tend à s'accélérer. Par contre, je vous dirais que la reprise au sens large est loin d'être terminée parce qu'on va devoir être en mode reprise encore pour quelques semaines, d'après ce qu'on peut imaginer, et même quelques mois. Donc, c'est le menu d'aujourd'hui. Donc, ça, on débute d'abord par l'état de la situation. Je vous invite simplement à faire une réflexion par rapport à votre organisation. Quelle est la situation de votre entreprise? Lorsqu'on s'est réunis ensemble, là, Éric, Richard et moi, et les collègues de l'Ordre aussi, on s'est vite rendu compte qu'on était tous en interaction avec des PME, on était tous en mode conseil, en mode accompagnement de plusieurs entreprises, et on s'est rendu compte que nos clients ne vivaient pas tous la même chose, dépendant de certains facteurs. Donc, ça nous a amené à développer un peu cette matrice-là. Je trouve qu'elle est importante pour bien situer la suite des choses. Donc, les entreprises se sont retrouvées, dans le fond, tout d'un coup, confrontés à un confinement. Certains ont dû carrément fermer leurs opérations du jour au lendemain, alors que d'autres ont pu demeurer en activité ou ont dû demeurer en activité parce qu'ils étaient considérés comme des services essentiels. Donc, le premier chaos était de déterminer qu'est-ce qui est un service essentiel et leur chaîne d'approvisionnement. Et ensuite de ça, il y a ceux qui ont dû réactualiser leur offre de produits et services pour demeurer en opération, à tout le moins partiellement, et couvrir les frais fixes et continuer, dans le fond, à pouvoir faire des affaires. Donc, ça, c'est des situations qu'on décrit un peu en bas. Dans ceux qui ont dû fermer, tu avais 2 cas de figure. Les gens qui avaient une bonne sécurité financière, donc qui avaient la chance d'être bien financés ou d'avoir des bonnes réserves, et essentiellement qui avaient les reins assez solides pour tenir le coup pendant 3-6 mois avec des revenus réduits et de la rentabilité moindre. Donc, on s'entend que c'est la très petite minorité des entreprises, malheureusement, qui sont dans cette situation-là. Il y en avait beaucoup qui se retrouvaient plutôt dans l'autre situation, la deuxième, qui était essentiellement déjà en situation relativement précaire, ou en tout cas tout le moins serrée, disons, avec peu de trésorerie, peu d'argent dans le compte de banque, plus de possibilités d'avoir accès à des fonds pour continuer à opérer ou à financer la relance. Et ces gens-là, évidemment, ne pouvaient pas tenir le coup longtemps. Donc, on a vu que certaines entreprises, déjà, dans les médias, se sont mis sous la protection de la loi sur les créanciers pour être capables de survivre. Donc, malheureusement, on pense que ça va être le cas pour beaucoup d'entreprises dans les prochains mois. Et dans certaines industries, on parle d'un taux de faillite qui pourrait varier entre 20 et 50 % selon les industries. Donc, sans vouloir être prophète de malheur, c'est malheureusement, je pense, la dure réalité avec laquelle on doit composer. Donc, dépendant où vous êtes là-dedans, où est votre organisation, que devez-vous faire?
Donc, je mets à l'écran ce tableau-là que je ne passerai pas en détail parce que le format d'aujourd'hui ne me permet pas de le faire. Par contre, la présentation inclura ce tableau récapitulatif-là qui fait un résumé un peu des actions à prendre selon votre situation. Donc, vous pourrez télécharger la présentation et y référer comme bon vous semble. Mais je couvrirai beaucoup de ces éléments-là, évidemment, au cours de la présentation aujourd'hui, mais pas en format gris comme celle-là. Ça va être plus dynamique. Autre élément à mentionner qui est très important, c'est que dans le fond, autour du 15 mars, il y a eu, dans le fond, des décisions des autorités gouvernementales de cesser les opérations de la majorité des entreprises au Québec pour des raisons de santé publique. Donc, les entreprises se sont retrouvées, et les dirigeants d'entreprises se sont retrouvés sous le choc. Les employés, tout le monde s'est retrouvé sous le choc, en fait. Et après ça, il y a des organisations qui, eux, étaient en mode essentiel, puis ils se sont dit, bien, pourquoi est-ce qu'on doit changer une façon de faire? Bien, pour protéger la santé de nos travailleurs, entre autres, pour assurer que nos clients ne contaminent pas nos travailleurs pour qu'on puisse continuer à opérer. Pour, évidemment, si on est entreprise essentielle, pour servir, dans le fond, des gens ou des industries qui rendent des services de santé, par exemple, et autres. Donc, évidemment, ces entreprises-là avancent dans le cycle que vous voyez à l'écran. Les autres, ils sont réellement été plongés dans le « oui, mais comment on change? C'est quoi les pratiques sanitaires à mettre en place? Comment on gère les gens qui présentent des symptômes de la COVID-19? Comment on gère les congés maladie, les remplacements? Comment on gère les distanciations physiques, etc., etc.? Donc, ces entreprises-là se sont vite retrouvées, dans le fond, à l'avant-dernière étape là, de ce que vous voyez là, dans le changer. Donc, évidemment, les entreprises qui n'ont pas pu ou qui n'ont pas été en mesure ou qui n'ont pas dû arrêter leurs opérations ont accéléré le rythme de changement. C'est un cycle de changement qu'on présente là, dans le fond. Et la plupart des organisations en services essentiels sont présentement à l'étape changée. Donc, ils sont dans le mode action. Ils agissent sur le contexte et la crise. Alors que ceux qui ont été fermés et qui ne sont pas réouverts encore sont peut-être encore sous le choc. Ou encore se demandent encore est-ce qu'on doit vraiment changer? Est-ce que la réalité a changé ou c'est simplement une mauvaise passe puis dans quelques semaines, ça va revenir à la normale? Donc, la raison pour laquelle on met ça de l'avant, c'est que dépendant comment vous avez subi, dans le fond, la même crise sanitaire, mais dépendant comment votre industrie était ciblée comme étant opérante, non opérante et tout ça, bien, vous et vos équipes sont dans un stade de gestion de changement fort différent. Donc, étonnamment, encore aujourd'hui, il y a encore des gens qui sont en mode choc et qui ne savent pas trop, sont en mode, sont figés, puis ils savent exactement pas quoi faire pour se sortir de la situation. Si c'est le cas, on va essayer de vous aider aujourd'hui, alors que d'autres sont plus avancés. Chose certaine, il y a 5 grands défis majeurs qui ont été induits par cette crise-là, avec laquelle tout gestionnaire, tout dirigeant d'entreprise et toute personne doit composer. La première, c'est il y a des nouvelles règles, de multiples règles et qui changent, en tout cas qui changeaient de jour en jour au début de la pandémie. Les points de presse étaient suivis par des millions de Québécois, des millions de Canadiens et tous les gens qui travaillaient en entreprise et qui devaient continuer à opérer les suivaient aussi pour être capables de respecter ces règles-là. Donc, évidemment, on s'est retrouvé du jour au lendemain avec plus de règles à respecter et des règles qui changent de jour en jour. Et c'est encore le cas. C'est peut-être plus rendu de 2 jours en 2 jours ou de 3 jours en 3 jours, mais c'est encore en pleine évolution. Donc, ça nécessite énormément d'agilité. L'autre chose, c'est qu'il faut faire de plus en plus face à des éléments qui sont intangibles. Il faut, entre autres, puis je sais que la Chambre de commerce a eu un webinaire sur le sujet, comment composer, par exemple, avec la détresse psychologique de nos travailleurs et de nos gestionnaires et de nos entrepreneurs. Parce que la réalité, c'est que tout le monde est affecté psychologiquement à divers degrés de ce contexte-là de distanciation physique, aussi évidemment de crise sanitaire, de crainte de se faire contaminer, de crainte de contaminer les autres, des proches qui sont peut-être plus à risque à cause de leur âge ou de certains facteurs de santé, et à l'inverse, des gens qui ont peur eux-mêmes d'être contaminés ou qui doivent composer avec des enfants qui sont à l'école, sans garderie, faire l'école à la maison, etc., etc. Donc, ça amène un paquet de situations qui touchent, par exemple, l'élément psychologique, l'état d'esprit des gens, et on n'a pas le choix. On doit composer avec leur état d'esprit et essayer de faire avancer les choses. L'autre élément, il faut absolument être à l'affût du marché et de ce qui se passe au quotidien. Il faut mettre en place, dans le fond, des pratiques de veille ou des pratiques de vigie en temps réel et s'ajuster au fur et à mesure de ce qu'on découvre. Et on a la chance, en Amérique, d'être parmi, dans le fond, les derniers pays à être touchés par cette vague-là qui a commencé en Asie, à l'autre bout du monde. Donc, la réalité, c'est que si on regarde ce qui se passe du côté de l'Asie, du côté de l'Europe, ils sont en avance de quelques semaines sur nous. Donc, on peut apprendre de leurs essais-erreurs et on peut mieux faire les choses si
à tout le moins, on se tient à l'affût de ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique ou du Pacifique. Même principe au niveau qu'il faut être à l'affût de ce qui se passe par rapport à notre chaîne d'approvisionnement, par rapport à ceux qui nous approvisionnent en matières premières ou encore en biens et services pour être capable, nous, à notre tour, de servir nos clients ou de réouvrir nos opérations. Donc, il faut être à l'affût au quotidien. Le mot-clé là-dedans, c'est vigie quotidienne de l'évolution des choses. Ensuite, il faut naviguer les changements. Il faut être capable, dans le fond, de ne pas nier que le monde est en train de se transformer. Et il faut essentiellement essayer d'en tirer avantage. Évidemment, je comprends très bien là, que certains d'entre vous êtes peut-être dans des industries où il y a très, très peu de possibilités de profiter de ces changements-là, alors qu'il y en a d'autres que si ils prennent le temps de le faire, on va en parler tantôt, il y a peut-être des opportunités à saisir. Donc, évidemment, il y a des gagnants et des perdants à travers ce contexte-ci. Mais chose certaine, il faut à tout le moins comprendre qu'on doit surfer le changement et non pas nécessairement y résister parce que plus on est dans le déni, plus on repousse, moins on trouve les solutions. Par la suite, il faut savoir gérer les priorités à court terme et à long terme. Donc, il faut composer avec des impératifs c'est des décisions que vous avez prises dans l'heure ou dans la journée, alors que d'autres doivent être de se dire, ben oui, mais dans quelques semaines, ça va ressembler à quoi mon nouveau marché, ma clientèle et comment je dois adapter mes opérations pour l'éventuelle relance ou encore adapter mon modèle d'affaires aux nouvelles circonstances. Donc, ça, toutes ces choses-là sont des éléments qui étaient peut-être à l'esprit des dirigeants ou des gestionnaires avant l'état de crise actuel, mais en réalité, ça a été exacerbé puis ça devient une priorité de s'en préoccuper. Je vous partage dans le fond une citation bien connue de Charles Darwin qui disait que les espèces qui survivent ne sont pas nécessairement les espèces les plus fortes ou les plus intelligentes, mais bien celles qui savent s'adapter au changement. Donc, je pense qu'on a une belle preuve maintenant. Les entreprises qui vont survivre, il y a une dose de chance, ça dépend de l'industrie dans laquelle vous êtes, ça dépend d'un paquet de facteurs, mais chose certaine, ceux qui vont pouvoir s'adapter ont beaucoup plus de chances de succès. Maintenant, on passe à l'autre phase, dans le fond, qui est passer à l'action. Donc, à très court terme, c'est quoi les éléments qu'il fallait mettre en place ou que vous devez mettre en place si vous êtes en mode reprise des activités? Je le résume, on va y aller plus en détail par la suite. Premièrement, on doit s'assurer qu'il y a un capitaine à l'intérieur du bateau. Un ou une capitaine. On doit s'assurer qu'il y a un leadership, je veux dire fort, mais pas fort au sens de dictatorial ou au sens d'autoritaire. On en reparlera tantôt. Mais chose certaine, on a besoin d'avoir des gestionnaires, des dirigeants d'entreprise, des entrepreneurs qui démontrent aux gens qui sont en mode solution pour pouvoir mobiliser leurs troupes. Ensuite, il faut déployer une cellule de gestion de crise. Bon, cellule de gestion de crise, dans un monde idéal, si vous êtes une grande entreprise, vous créez en bonne et due forme une cellule de gestion de crise. Si vous êtes une PME, peut-être que votre cellule de gestion de crise, elle va être constituée de vous, de votre fils, de votre conjoint, ça va être considéré de votre conseiller d'affaires, votre CPA en cabinet peut-être, ou votre CPA à l'interne. Mais bref, dépendant de l'ampleur de votre organisation, mais l'important et le message qu'on veut lancer, c'est qu'on doit absolument créer une cellule de réflexion qui va s'occuper de la vigie, de ce qui est en train de changer, de se transformer et comment on doit s'adapter au quotidien et pour être capable de composer avec ces nouveaux impératifs-là. On doit idéalement avoir une équipe qui est diversifiée et qui est mobilisée autour de cet objectif-là. Je vais en parler un peu plus longuement tantôt. Ensuite, il faut prendre un portrait actuel de votre organisation. C'est quoi votre situation? Vous avez perdu du jour au lendemain tous vos revenus parce que vous êtes en restauration et puis vous ne pouvez absolument pas recevoir des clients ou vous avez des revenus partiels parce que vous avez des ventes au niveau du service à emporter, etc., etc. Ensuite, il faut faire l'état, évidemment, de votre santé financière, de votre trésorerie. La trésorerie, c'est l'argent à laquelle vous pouvez avoir accès là, immédiatement ou dans un délai très court. Donc, c'est les liquidités. C'est très, très, très important de faire l'état de votre situation financière pour la suite. Il y a un lien aussi avec le capital humain. Il faut absolument s'occuper, dans le fond, de vos gens, de leur état d'esprit, de leur talent et comment ils peuvent contribuer. Ensuite de ça, il faut maîtriser la structure de coûts. Je vais revenir plus dans les détail dans un instant. Mais c'est 6 éléments qu'on considère essentiels à prendre en compte à très, très court terme. Si je vais plus dans le détail, au niveau du leadership recherché, on cherche un leadership qui va être mobilisant. Un leadership qui va essentiellement dire on est frappé par une crise, on n'est pas les seuls, on n'est pas pire que les autres, on doit simplement maintenant s'adapter. Donc, j'ai besoin de votre aide, mes collaborateurs proches, à l'interne et peut-être à l'externe, et on doit constituer une cellule de crise. On va se rencontrer à telle fréquence, possiblement quotidiennement, pour discuter des enjeux au quotidien et des solutions qu'on va déployer pour y arriver.
Ensuite, on doit être capable de voir quelles sont les occasions d'affaires qu'on peut prendre. Je pense à l'exemple de la restauration que je donnais tantôt. Bien, il y a certains restaurateurs qui ont été assez rapides pour ajuster leur offre au niveau des menus pour apporter, pour aller au-delà des menus traditionnels de pizza, poutine et poulet rôti, bien, qui ont développé des offres plus alléchantes, plus santé et qui ont tissé des liens avec des firmes ou des services de livraison ou qui ont développé leur propre service de livraison ou des applications mobiles même qui vont prendre en impartition le service de commande ou qui ont déployé, dans le fond, des services à l'auto ou pour éviter les contacts physiques. Bref, il y a des occasions d'affaires, il y a des restaurateurs qui s'en sont sortis pas trop mal, alors que d'autres ont carrément fermé et ne se sont pas adaptés et ont zéro revenu en date d'aujourd'hui. Il y en a qui sont en train de se redéfinir. Bon, il y a les cas classiques, évidemment, de ceux qui ont transformé leur pratique de fabrication ou de distillerie pour fabriquer de l'alcool pour créer du désinfectant ou des produits nettoyants. Donc, évidemment, c'est un bel exemple. Les visières de sport qui ont été transformées en visières de protection pour le personnel médical. Il y en a quand même un bon nombre, je dirais, qui ont émergé. Mais chose certaine, il faut démontrer un leadership dans la volonté de changer et transformer peut-être même la mission de l'organisation et le modèle d'affaires de l'entreprise. Donc, si les gens sentent qu'il y a un capitaine à bord et qu'on doit amorcer ce virage-là, il y a plus de chances qu'ils adhèrent et qu'ils contribuent que si on est en mode déni du côté du leadership. L'autre élément, bien, au niveau de la gestion de la cellule de crise, il faut que la cellule là, se réunisse une base quasi quotidienne. Là. Si ce n'est pas le cas, c'est à tous les 2 jours. Les choses évoluent tellement rapidement. Et dans les premiers jours, sincèrement, j'ai eu l'occasion d'accompagner un certain nombre d'entreprises à travers tout ça. Les gens se rencontraient, les cellules de crise se rencontraient 2 ou 3 fois par jour, faisaient le point le matin, repartaient, déléguaient des tâches, revenaient le midi et concluaient la journée le soir. Et ils reprenaient le lendemain. Après ça, c'est devenu 1 fois par jour. Donc, c'est important que le leader réunisse à un bon rythme, en mode virtuel probablement, la cellule de crise. Il faut déléguer aussi. Un entrepreneur, un dirigeant d'entreprise, un gestionnaire ne peut pas tout faire tout seul. Il y a trop de travail. On va le voir un peu plus loin. Le niveau de travail est décuplé dans le contexte actuel. Donc, il ne faut plus jamais responsabiliser les gens, déléguer efficacement des choses qui sont essentielles et mettre de côté des éléments qui sont moins essentiels. Donc, il faut prioriser. Ensuite, il faut voir en fonction de ce qui va absolument être priorisé, qui peut le prendre, donc qui peut s'en occuper en fonction des talents, de leur état d'esprit, de leur disponibilité, et après ça, les responsabiliser au sens où on a besoin que ce soit exécuté dans les heures qui suivent et qu'il y ait un retour, une reddition de compte par la suite pour être capable d'avancer. Ensuite, prendre le portrait de l'organisation. La meilleure façon de prendre le portrait de comment se situe votre organisation et je dirais son écosystème, c'est de communiquer très, très souvent avec l'ensemble des parties prenantes. Là, ce que j'entends par parties prenantes, ça a l'air théorique, mais c'est évidemment vos employés, vos gestionnaires, c'est peut-être vos administrateurs si vous avez un conseil d'administration, c'est votre comité de direction. C'est évidemment vos employés, hein? Les employés qui sont encore au travail, les employés qui sont à mise à pied temporaire, les employés qui étaient sur le point d'intégrer votre entreprise, qui avaient été recrutés, mais que la crise. Donc, il faut absolument maintenir le contact avec ces gens-là. Mais il faut aller plus loin que ça. Il faut sécuriser sa chaîne d'approvisionnement. Il faut parler avec ses fournisseurs. Il faut savoir qui va être encore en opération pour nous servir. Il faut s'assurer qu'ils nous priorisent dans leur liste, qu'ils nous garantissent la livraison de ce qu'on a besoin pour rendre nos produits et services. On doit aussi communiquer, bien entendu, avec nos clients. Donc, les rassurer sur le fait qu'on est encore en opération ou qu'on a des stocks pour les servir, ou en tout cas, tout le moins, qu'on va reprendre nos opérations à telle date, ou en tout cas, qu'on les tient au courant dès qu'on a du nouveau. Mais le but, c'est qu'il faut absolument communiquer. Communiquer, c'est important, ça a l'air un peu banal, mais ce n'est pas simplement dire des choses, c'est aussi écouter, c'est aussi questionner. Donc, la meilleure vigie que vous pouvez faire, c'est de parler avec vos clients, vos fournisseurs, vos employés pour prendre le pouls et ça va vous aider à prendre vos décisions si vous assurez ça. Évidemment, un entrepreneur, un gestionnaire ne peut pas faire ça seul. Donc, encore une fois, il faut déléguer des gens qui vont être responsables de communiquer puis de maintenir le lien avec certaines parties prenantes. Peut-être après qu'un président de PME aurait fait le lien avec les plus gros clients, avec les plus gros fournisseurs, mais ensuite, il peut passer la balle à ses coéquipiers qui vont prendre le relais au day-to-day, puis il va pouvoir revenir dans les discussions lorsqu'il y aura des éléments qui sont clés. Il faut évidemment analyser l'ensemble des programmes gouvernementaux qui existent. Évidemment, là, à 7-8 semaines dans la crise, ça devient un peu moins pertinent. Il y a des programmes qui sont même épuisés en termes de fonds. Mais quand même, si les entreprises ne l'ont pas fait, il reste encore des choses à faire.
L'autre chose qui est importante, c'est qu'il faut mettre à jour, dans le fond, un peu son plan stratégique, où il faut réfléchir, c'est quoi nos forces, c'est quoi nos faiblesses, c'est quoi nos opportunités, c'est quoi nos menaces. Il faut réactualiser tout ça, puis il faut analyser son marché et réorganiser, dans le fond, son modèle d'affaires ou son plan d'affaires. On va voir plus en détail tantôt. Il faut évaluer aussi l'impact du changement du contexte d'affaires sur nos produits et services, sur le niveau de besoin de nos clients, sur le volume nécessaire par nos clients. Dans certains cas, moi, j'ai des organisations qui étaient, par exemple, dans le domaine des produits d'emballage, pour des produits qui étaient jugés essentiels, bien, leur demande a explosé et a augmenté. Prenez l'exemple du papier hygiénique dans les épiceries. En même temps, c'est un peu une fausse bulle parce qu'il y a une quantité qui s'est vendue très rapidement, la demande était très forte. Mais évidemment, vous comprendrez qu'après quelques semaines, les gens se sont stockés, les entrepôts sont pleins et la demande revient à la normale et même il y a un creux. À l'inverse, il y a d'autres types de besoins qui sont devenus très, très criants. Bon, évidemment, dans tout ce qui est sanitaire, c'est le cas, et dans d'autres cas aussi. Donc, j'ai vu aussi même passer que dans le domaine, encore une fois, je viens avec la restauration, il y en a qui ont augmenté leur chiffre d'affaires dans le domaine du poulet rôti, par exemple. Donc, il y a vraiment une variation des besoins et des volumes nécessaires. Ensuite, il faut évaluer la situation financière, la trésorerie de votre organisation. Donc, les liquidités, c'est le nerf de la guerre. Il faut absolument que vous vous assuriez d'avoir un maximum de liquidités disponibles. Donc, évidemment, si vous aviez eu la chance de venir de conclure du financement pour un projet X, Y ou Z et que les déboursés sont faits, bien, peut-être réévaluer peut-être les investissements, mais garder les liquidités, ceux pour qui c'est possible. Mais en tout cas, il faut faire des prévisions de trésorerie, il faut faire des budgets de caisse et vous n'avez pas le choix parce que vos banquiers, vos prêteurs, vos fournisseurs aussi vont vous demander possiblement de payer plus rapidement ou de payer sur livraison pour vous prioriser dans l'approvisionnement. Donc, vous devez vous assurer d'être capable de respecter vos engagements. À l'inverse, vous devriez aussi négocier des ententes avec vos clients, peut-être pour qu'ils vous paient un peu plus rapidement pour ceux qui ont la possibilité de le faire. Il y a certains des clients avec qui on fait affaire qui ont encore moins d'enjeux de liquidité parce que leurs opérations vont encore relativement bien. Donc, vous pouvez peut-être négocier certaines ententes, donner des rabais pour qu'ils prennent des escomptes s'ils vous paient plus rapidement. Ça vous aide dans votre liquidité. Et à l'inverse, vous pouvez aussi prendre des ententes au niveau de vos fournisseurs, peut-être de payer un peu plus cher, mais d'étirer un peu les paiements. Il y a des choses qui se négocient, mais il faut à tout le moins l'aborder. Il faut aussi, dans le fond, faire tout ce qu'on peut pour sécuriser l'aide financière gouvernementale. Je sais que présentement, le gouvernement canadien, entre autres, et le gouvernement du Québec, appellent les entreprises à réembaucher les employés maintenant que l'économie se déconfine et qu'ils utilisent, entre autres, la subvention salariale jusqu'à hauteur de 75 des salaires. Donc, pour éviter justement que le taux de chômage demeure très élevé et que vous n'ayez plus accès au talent dont vous aurez besoin à partir de ça va redécoller. Donc, bref, il faut absolument être à l'affût de ça et utiliser au maximum les subventions et l'aide financière qui est, dans le fond, garantie par le gouvernement. Ensuite, au niveau du capital humain, présentement, je vous dirais que les gens qui sont peut-être les plus impactés dans le contexte actuel, c'est les gens qui travaillent en ressources humaines et les gestionnaires, évidemment, qui au quotidien transigent avec le personnel. Il faut absolument qu'on puisse prendre le pouls et l'état d'esprit des troupes. Je le disais un peu tantôt, les gens qui sont pris à la maison en télétravail, qui se sentent isolés, qui se sentent peut-être même dépassés parce qu'ils doivent composer avec un parent malade, des enfants sans école, sans garderie. C'est très, très, très déstabilisant. Les gens veulent démontrer qu'ils peuvent contribuer à l'entreprise, même si en réalité, leur contexte de travail est très, très, très difficile, surtout dans des canicules comme aujourd'hui. Il y a des gens, c'est pas facile de se concentrer dans le contexte actuel. Donc, il faut en tenir compte, puis il faut essayer de capitaliser sur les gens qui sont dans un état d'esprit un peu plus serein pour les missions plus critiques, on devrait dire. Puis essayer de supporter et d'être humain avec les gens, évidemment, qui composent avec des difficultés. Mais chose certaine, d'avoir l'état d'esprit des gens, ça vous permet d'ajuster votre niveau de leadership et votre façon d'intervenir auprès d'eux puis vos attentes. Il faut aussi évaluer les besoins en effectif. Quels sont les besoins à très court terme? Quels vont être les besoins lorsqu'on va relancer? Je donne un exemple bien concret. Pour ceux qui sont en période de déconfinement, bien évidemment, il y a une recrudescence de besoins pour les employés dans le domaine des services de sécurité qui vont accueillir puis s'assurer que les gens désinfectent leurs mains puis que la file d'attente est respectée que le 2 mètres. Donc, il y a une demande dans le commerce de détail et dans le domaine de la sécurité, bien, il y a eu une demande qui a explosé. Donc, il faut vous assurer d'avoir accès à ces ressources-là pour être capable de maintenir vos magasins ouverts. Ensuite, il faut communiquer avec les employés. Il faut communiquer, encore une fois, c'est partager de l'information sur le statut. Il n'y a personne qui a une boule de cristal. Il n'y a pas personne qui va vous accuser de
de ne pas avoir toutes les réponses. Mais à tout le moins, il faut leur démontrer qu'on se préoccupe de leur état d'esprit, de comment ils vont, que s'ils sont à mise à pied temporaire, dès qu'on a du retour de travail, on veut les ramener au travail. Comment ça va se procéder? J'ai vu des organisations qui aident les employés à faire leurs demandes de PCU pour s'assurer qu'il ne manque pas de liquidité. J'en ai vu faire des avances au tout début parce qu'ils savaient que le délai de traitement allait prendre un peu d'argent, puis il y a des gens qui avaient une insécurité financière. Donc, on fait des avances aux employés pour les aider à essentiellement les garder à flot. Donc, pour au moins essayer d'éliminer le stress financier que les gens vivent. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vivent du stress psychologique dû à un paquet de facteurs, dont financiers. L'autre élément qu'il ne faut pas négliger, c'est la peur, la crainte d'être infecté, que ce soit pour eux-mêmes ou pour leurs proches qui peuvent être à risque. Et je vous dirais que présentement, tout n'est pas toujours très rationnel. L'idée, c'est peut-être plus de bien expliquer les mesures qui sont en place pour protéger, donc la distanciation, les équipements de protection, etc., etc. Donc, plus on explique les mesures en place puis qui respectent les meilleurs standards de la santé publique, plus on a des chances d'avoir une capacité de rappeler au travail des gens qui peuvent être craintifs ou de les rassurer après quelques jours. Donc, moi, j'ai vu dans certaines entreprises, les premiers jours étaient très difficiles, mais au fur et à mesure qu'on avance, qu'on s'habitue à ces mesures-là, les gens sont rassurés parce qu'il n'y a pas eu de cas qui ont été détectés. Puis à ce moment-là, ils sont capables d'avoir le personnel nécessaire pour opérer. Ensuite, la structure de coût, c'est essentiel d'y penser. Présentement, la stratégie numéro 1, là, à très, très haut niveau, c'est essayer de transformer un maximum de coûts fixes en coûts variables. Donc, c'est la stratégie numéro 1. L'autre élément aussi, c'est si vous êtes un fournisseur de services ou un fabricant de produits, par exemple, dans le domaine de l'emballage, j'ai vu des gens, moi, qui ont carrément réduit leur gamme de produits et services. Les restaurateurs ont, par exemple, offert des menus à emporter, mais un menu réduit pour gagner en efficacité. Donc, c'est plus facile de produire le même plat plusieurs fois que de varier le menu comme c'était le cas avant. Donc, ça aide à réduire les coûts, puis ça aide au niveau de la rentabilité qui n'est déjà pas au rendez-vous. Dans le domaine de l'emballage, c'est le même principe. Des fois, il y a des grandeurs d'emballage ou des personnalisations ou des logos d'entreprise. J'ai vu des entrepreneurs qui ont appelé leurs clients et dit, écoute, pour les prochaines semaines, je vais te fournir des produits d'emballage. Par contre, j'ai juste ces formats-là. C'est un peu plus grand que ce que tu as besoin, mais pour les prochaines semaines, ça va m'aider à garder des coûts raisonnables pour toi. Puis en passant, je ne pourrais pas mettre ton logo dessus. Mais c'est juste temporaire. Ça va nous aider à passer à travers la crise puis garantir que je peux t'approvisionner. Donc, il y a eu des ententes comme ça. J'ai eu beaucoup de discussions entre entrepreneurs, entre dirigeants qui se parlent. Et les gens savent, on est tous dans le pétrin. Donc, les gens acceptent de faire ce genre de compromis-là qui, honnêtement, au bout du compte, font une grande différence au niveau des coûts puis permet, dans le fond, de maintenir une certaine rentabilité pour ceux qui opèrent encore. Donc, il faut être innovant et stratégique dans la gestion des coûts. Puis il faut essayer de les réduire autant que faire se peut. Oui, par les mises à pied temporaires, mais oui, par les subventions salariales. Mais je vous dirais, présentement, il y a beaucoup d'absentéistes. Je reviens au côté ressources humaines. Donc, je vous dirais que les listes de rappel, ce n'est pas parce qu'un employé est en mise à pied temporaire qu'il est en train de chercher un emploi ou qui est prêt à revenir. Il y en a qui préfèrent rester en sécurité chez eux, s'occuper de leur famille, puis de ne pas revenir tout de suite. Donc, il y a des gros enjeux présentement qu'on voit au niveau de l'accès à la main-d'œuvre, surtout ceux qui ont été mis à pied temporairement, qui ont été durement touchés émotivement et financièrement, et qui, là, sont en mode un peu choc, qui ne sont pas toujours dans le bon état d'esprit pour revenir. Ensuite, dans le fond, au niveau de revoir la stratégie, parce qu'une fois qu'on a comme agi à très court terme, il faut aussi se positionner sur, je veux dire, le un peu plus long terme, mais en réalité, c'est s'ajuster, dans le fond, notre modèle d'affaires, notre plan stratégique pour les prochains mois. Donc, il faut vraiment se questionner, est-ce qu'on garde la même mission? Est-ce qu'on garde la même gamme de produits? Est-ce qu'on garde les mêmes clients? Si on était focalisé, par exemple, sur une clientèle dans le domaine culturel, les diffuseurs culturels ou les grands événements, ou l'événementiel, ou l'hôtellerie, on s'entend que ces clients-là sont plus en opération. Puis, honnêtement, ça va prendre un bout de temps avant qu'ils puissent revenir en opération. Donc, si vous étiez une agence de placement spécialisée dans le prêt de ressources temporaires pour des banquets et tout ça, bien, je peux-tu vous garantir que peut-être que vous allez changer votre stratégie puis cibler d'autres clients, peut-être en manufacturier qui opèrent maintenant encore, puis idéalement dans les produits essentiels. Donc, il faut se poser ces questions-là. La gamme de produits qu'on avait, si on avait des produits qui étaient des produits nichés haut de gamme, si on rentre dans un cycle économique baissier, peut-être que les produits haut de gamme vont moins se vendre, puisqu'on va chercher des produits d'entrée de gamme. Donc, on doit aussi se poser ces questions-là. Ensuite, il faut aussi revoir les modèles d'affaires.
Les modèles d'affaires, c'est quoi? Bien, je donne un exemple. Tous les modèles d'affaires qui sont basés sur, je vais appeler de l'économie d'échelle ou une masse critique, que ce soit les festivals, les salles de concert, que ce soit les festivals à l'extérieur de musique ou culturels, ou encore les restaurants avec les grandes salles à manger. Bien, évidemment, c'est plus possible. On va devoir, dans le fond, couper au moins, d'après ce qu'on peut voir, la moitié de la capacité de la salle, au moins, pour garder la distanciation physique, malgré des investissements aussi en protection de plexiglas et autres. Mais la réalité, c'est que le volume de clients qu'on va pouvoir servir va être moindre. Donc, on doit absolument dire comment est-ce qu'on va pouvoir transformer nos produits et services et les vendre en mode livraison, en mode virtuel, en mode à distance. Parce que les gens vont continuer à opérer en télétravail, vont continuer de manger plus souvent à la maison, peut-être des plats cuisinés par leur restaurant favori, mais ils vont aller beaucoup moins à la salle à manger. Il ne serait pas étonnant de voir que les restaurants vont augmenter leur prix et vont offrir peut-être une expérience différente, plus haut de gamme pour ceux qui vont venir parce qu'ils veulent avoir une facture moyenne plus élevée pour rentabiliser leurs opérations. Et ils vont avoir des tarifs, des prix plus avantageux pour les plats apportés. C'est le genre de changement dans le modèle d'affaires qu'il faut revoir. Donc, pensez au modèle d'affaires aussi au niveau des résidences personnes âgées. Avec toute la mauvaise publicité qu'il y a eu, avec la COVID qui se répand, je ne voudrais pas être un propriétaire immobilier, propriétaire de résidences personnes âgées, même si je pense que le gros des problèmes est plus du côté des centres d'hébergement de longue durée du secteur public, mais le gouvernement est en train de revoir leur partenariat d'affaires avec les centres d'hébergement privés conventionnés. Après ça, tu as les centres privés. Qui va vouloir aller habiter dans une résidence personnes âgées en pré-retraite avec ce qui se passe présentement? Sincèrement. Donc, il faut vraiment revoir ces modèles d'affaires-là. Puis l'économie d'échelle qui était prévue au niveau d'offrir quelques étages avec des soins infirmiers aux gens qui perdent en autonomie, est-ce que ça va tenir la route et qu'il va encore avoir un volume suffisant de clients pour ce qui va rester ou on va avoir un virage dans les soins à domicile? Donc, c'est le genre de choses qu'il faut réfléchir. La sécurité, il faut absolument sécuriser son approvisionnement. Donc, après avoir dit quels vont être mes clients des prochains mois, quels vont être leurs besoins en produits et services, et est-ce que je vais être capable d'obtenir l'approvisionnement dont j'ai besoin en produits ou ne serait-ce qu'en matériel de protection. Présentement, pour ceux qui n'ont pas encore repris leurs activités, qui n'ont pas eu l'opportunité de le faire à cause du gouvernement, bien, je vous dirais, si vous n'avez pas commencé à magasiner des masques, qu'ils soient jetables, lavables ou pas, vous êtes un peu dans le pétrin. Même chose que les produits nettoyants, etc., etc. Donc, il y a des possibilités, mais il faut absolument voir comment on va opérer dans ce nouveau contexte-là, puis s'assurer d'un approvisionnement continu, parce qu'on en a pour des mois. Bon, instaurer des nouvelles pratiques de santé et sécurité au travail, c'est un incontournable, on le voit tous dans les médias. Ensuite, vous comprendrez que tout ce que je vous parle depuis le début, c'est un changement accéléré de tout. Donc, évidemment, on parle de gérer le changement. Présentement, on subit et on essaie de s'adapter au changement au quotidien. Donc, ce n'est pas plus facile à cause du contexte. Le changement est juste forcé. Donc, imaginez l'état de vos troupes puis la fatigue liée à vos troupes qui doivent s'adapter au quotidien de vos gestionnaires. Au niveau des stratégies de communication, j'en ai parlé tantôt. Comment allez-vous communiquer dans le futur? En personne, de faire de la vente avec des représentants sur la route, ça ne se fera plus pendant les prochains mois, d'après moi. Donc, comment allez-vous transformer votre force de vente pour faire de la vente en mode virtuel? Comment allez-vous réévaluer vos objectifs de croissance et de rentabilité? Peut-être qu'il y a des acquisitions que vous prévoyez faire ou d'expansion de nouveaux marchés que vous allez repousser. Il faut reconsidérer les indicateurs de performance. C'est quoi les indicateurs de performance clés qu'il va falloir suivre dans le nouveau contexte? Entre autres, il y a tous les aspects de vigie liés à l'approvisionnement puis aux gammes de produits que le client va avoir besoin. Il faut aussi réévaluer les besoins en ressources humaines puis leur rémunération. Rapidement, présentement, le gouvernement est en train de faire un effort massif de recrutement des proposés aux bénéficiaires avec des formations payées. Donc, les formations sont payées, les gens vont être payés pendant la formation et ils vont avoir des emplois beaucoup mieux rémunérés dans le futur. Donc, il y a probablement des gens qui font des salaires moindres dans l'industrie de la restauration ou du commerce de détail qui vont peut-être choisir cette voie-là. Donc, ça va être difficile de recruter pour les industries qui paient des salaires moindres. Donc, est-ce que ça va créer une pression à la hausse sur les taux horaires attendus, les attentes salariales? À voir. On en arrive vers la période de questions, mais pour préparer la reprise, c'est beaucoup des choses, dans le fond, que j'ai déjà dites, mais assurez-vous de maintenir la communication, questionner, écouter, puis informer.
vos clients, vos fournisseurs, vos employés, etc. Adaptez vos opérations au nouveau contexte. Je vais donner quelques exemples tantôt. Travaillez à la virtualisation de votre organisation. Le travail et les affaires en mode virtuel, en mode à distance, vont devenir la norme plutôt que l'exception. Donc, il faut que vous soyez équipés et il faut que vos talents aient pu s'adapter en conséquence. Il faut évidemment planifier et mobiliser, dans le fond, le retour de vos troupes en fonction des nouveaux besoins. Donc, il est possible que vous n'ayez pas besoin des mêmes talents. Il est possible que vous ayez à former des gens pour le nouveau contexte. Donc, planifiez soigneusement de qui vous allez avoir besoin, avec quel genre de talent, et puis peut-être que vous pouvez prévoir les formations ou l'embauche au besoin. L'autre chose, soyez prêts à gérer le changement, l'émotivité et les zones grises. Le noir et le blanc, dans le contexte actuel, existent à peu près plus. Donc, on doit apprendre à prendre des décisions complexes avec de l'information partielle et qui peuvent être réévaluées de jour en jour parce qu'il n'y a personne qui a de boule de cristal. Donc, il faut absolument que votre équipe de gestion et vous, comme dirigeant, vous puissiez, dans le fond, apprendre à composer avec les zones grises. Je sais que pour certains types de personnalités, ça peut être plus difficile que pour d'autres, mais c'est essentiel dans le nouveau contexte. Il faut s'assurer de mettre en place les bonnes pratiques de santé et sécurité. Les inspecteurs de la CNESST sont déployés, ils en déploient des nouveaux et ils vont aller inspecter les lieux de travail. Et sincèrement, les organisations qui n'auront pas mis en place les bonnes pratiques vont se faire fermer. Donc, c'est très, très, très important. Ils sont en mode positif, ils sont en mode accompagnement, mais chose certaine, il va falloir être capable de s'approvisionner pour les produits et le déployer adéquatement. Il faut sécuriser l'aide gouvernementale qui reste. Il faut réévaluer la situation continuellement. En somme, il y a 5 grands éléments que j'aimerais vous retenir avant de passer à la période des questions. Assurez-vous d'exercer un bon leadership comme dirigeant, comme gestionnaire. Assurez-vous de faire tout ce qu'il faut pour mobiliser vos troupes vers les objectifs qui sont réellement importants et partager le travail avec des gens qui ont des talents. Et je vous dirais qu'il y a des belles choses qui émergent. J'ai vu des beaux talents, des beaux leaders émerger de cette période de crise, des gens qu'on n'avait peut-être pas vu venir. À l'inverse, il y en a d'autres qui étaient nos piliers d'avant, qui se sont retrouvés en détresse psychologique, qui sont devenus un peu moins efficaces, malheureusement. Gérez votre trésorerie, vos coûts de façon très, très, très serrée. Adaptez-vous et naviguez le changement, incluant voir les opportunités et communiquer, communiquer et communiquer. Et je répète, communiquer, ça veut aussi dire questionner et écouter. Donc, c'est pas mal ce que je voulais vous transmettre. Puis, je suis maintenant disposé à répondre à vos questions. Puis, pour ceux qui sont intéressés à télécharger la présentation, à l'écran, vous avez l'adresse Internet, cpaquebec.ca/webinaire. La présentation est disponible pour téléchargement gratuit dans le cadre du programme des 20 minutes CPA. Merci beaucoup, André. Vraiment super intéressant. C'est sûr que je suis certaine que mes collègues gestionnaires aussi qui sont avec nous aujourd'hui en ont aussi apprécié. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions sur les Q&A, mais peut-être moi je me lance d'abord. En fait, actuellement, avec une question avec le déconfinement qui est en cours, déjà, quels sont les plus récents constats et les choses qu'on commence déjà à voir dans les organisations? Un peu à l'image de ce qu'on entend pour ceux qui suivent les points de presse du gouvernement, c'est que les entreprises sont en train de se déconfiner, vivent présentement ce que le système de santé ou les entreprises essentielles ont vécu il y a 8-9 semaines. C'est-à-dire qu'ils vivent avec un enjeu d'absentéisme élevé, des gens qui sont malades, qui ont des symptômes, qu'on doit mettre en quarantaine préventive. Et là, quand il y a quelqu'un qui présente des symptômes, bien, il doit être retiré du travail. On doit retirer les gens qui ont été en contact à moins de 2 mètres de lui plus de 15 minutes. Et là, ça fait boule de neige. Donc, il y a des opérations qui sont obligées de cesser à cause de ça. À l'inverse, tu as tout le stress psychologique et le stress qui vient avec ça. Et les gens qui ont été mis à pied temporairement ne sont pas toujours enclins à revenir. Il y en a qui, pour certains, la PCU et la paix d'esprit ne doivent pas être contaminés et peut-être la meilleure option pour eux. Donc, étonnamment, les gens ne veulent pas revenir. Le taux de chômage est élevé, mais présentement, ce que j'entends, c'est qu'il manque de personnel. Les gens ne veulent pas venir, les gens ont peur ou les gens ne veulent pas. Donc, il y a un enjeu criant de ce côté-là. Et l'autre chose, c'est qu'il y a un écart entre, si par exemple une organisation met en place une bonne vigie et cherche à déployer les bonnes pratiques de santé et sécurité au travail pour protéger les clients, les employés et tout ça, il y a toujours un écart entre le déploiement et ce qui est imaginé chez les dirigeants. Donc, la communication au quotidien et l'ajustement est requis parce qu'il y a toujours un écart d'application entre ce qui est prescrit. Et ce que je me rends compte, c'est que les gens qui déconfinent
se disent, voyons, on l'a dit, c'était clair. Pourquoi ils ne le font pas? C'est la communication. Fait que les gens sont stressés, préoccupés, exécutent pas toujours bien. Donc, c'est ce qu'on voit. Donc, c'est un peu les premiers jours sont un peu le chaos, je vous dirais, là. Oui, en effet. Puis là, il y a une question de Mathieu. En fait, Mathieu, j'espère que tu vas bien poser ta question. Si je dénature ta question, tu me diras. Mathieu qui demande comment mieux mobiliser avec des objectifs changeants ou absence de date ferme, donc le changement d'objectifs en fonction de nouvelles conditions. C'est une excellente question. Moi, je suis Oui, curieuse. ouais, je suis d'accord, c'est une très bonne question. Puis d'ailleurs, j'aurais dû mentionner ça. Le mot-clé, c'est scénario. Si on se rapporte aux pratiques des militaires, par exemple, ou des gens qui interviennent en situation de crise, ils doivent toujours composer avec des impondérables, puis ils n'ont jamais de boule de cristal. Donc, ce qu'ils ont développé, ces gens-là, c'est une capacité d'élaborer des scénarios avec un pourcentage de probabilité qui se réalise. Mais ils sont prêts pour un certain nombre de scénarios. Et au fur et à mesure qu'ils font leur vigie et qu'ils observent comment les choses évoluent, ils ajustent leurs actions sur le scénario qui est en train de prendre forme. Donc, ça nécessite plus de temps, plus d'énergie, de faire plus de scénarios, mais c'est requis. Et les entreprises qui font ça réussissent bien. Maintenant, la mobilisation des gens, c'est de leur expliquer. Beaucoup de gens aimeraient avoir des réponses noires ou blancs, aimeraient avoir des dates. On l'entend même dans les médias, dans les questions des journalistes. Et moi, pour être au front depuis 8-9 semaines, là, je vous le dis sincèrement, là, ça n'existe pas le noir et le blanc. Et ça n'existera pas pour bon nombre de semaines. Fait qu'arrêtez d'espérer une boule de cristal et des réponses noires ou blancs. Il faut naviguer avec des informations incomplètes, avec des scénarios, puis avec des essais-erreurs qu'on doit réajuster peut-être au quotidien. Donc, pour compléter la question, c'est de faire comprendre aux gens que c'est comme ça, puis c'est pas nécessairement incohérent si on change une façon de faire 2 jours plus tard, parce qu'il y a 2 jours, l'information qu'on avait nous permettait de croire que c'était la bonne décision. Aujourd'hui, ce qu'on observe, ça ne l'est pas. Donc, on s'ajuste. Et il faut mettre en place les canaux de communication au quotidien. Donc, les entreprises qui ont déjà déployé des pratiques, notamment manufacturiers, de Lean ou d'Agile, des Scrum ou des caucus quotidiens, sont mieux outillés que les autres parce qu'ils ont déjà des canaux de communication presque en temps réel au quotidien pour s'ajuster. Ceux qui étaient habitués à faire des réunions mensuelles de gestion puis qui tiennent ça, ça ne marche plus. Donc, c'est ça. Donc, il faut mettre en place des méthodes de gestion agiles pour être capable de s'ajuster. Et peut-être une sous-question à ça, parce que tout à l'heure, tu parlais des scénarios. C'est un excellent point. Et j'imagine que comme la plupart enfin, j'ai aussi imaginé que d'entre nous, on travaille beaucoup avec les scénarios optimistes, réalistes et pessimistes. Est-ce que c'est la bonne pratique ou est-ce que tu vois dans le cas de ton expérience, et surtout dans les dernières semaines dans le cas de cette crise, est-ce que tu vois beaucoup d'organisations qui jouent avec avec beaucoup plus de scénarios que ça ou c'est la norme? Bien, c'est une bonne question. Je dirais que au niveau financier, si je regarde mes collègues CPA, là, ils travaillent beaucoup avec des scénarios comme ceux-là. Donc, tu regardes les scénarios financiers, puis le pire scénario, c'est ça. Je pense que ce qui est réaliste, c'est ça, puis le meilleur, ce serait ça. Fait que pour faire des projections financières, pour fournir à nos banquiers, à nos fournisseurs, au gouvernement qui est pour l'aide financière, ça tient la route. Par contre, au niveau opérationnel, ce que je me rends compte, c'est pas défini de cette manière-là. C'est défini, bon, ben, est-ce que ce client-là va être encore en affaires demain? C'est mon plus gros client. C'est quoi les chances que oui, les chances que non? Après ça, c'est quoi les chances que je sois approvisionné dans ce que j'ai besoin? Donc, c'est plus présenter les scénarios sous forme opérationnelle, mais au bout du compte, ça va se transformer en chiffres aussi. Je vous dirais que selon qui jongle avec les scénarios, les financiers, je pense, sont plus dans les scénarios que tu décrivais. Les gens d'opération, eux autres, sont plus dans des scénarios plus terre-à-terre, opérationnels, disons. Mais oui, ils jonglent avec souvent 2, 3 scénarios facilement. Tout à fait. OK, parfait. C'est intéressant. Et puis, en attendant d'autres questions que je vois qui peut-être commencent à rentrer, quelles sont les qualités ou les forces recherchées, par exemple, dans une cellule de crise? Et peut-être que je mets une autre, parce que là, on parle de l'importance d'une cellule de crise, mais aussi peut-être les leaders ou le leadership. Et on parle souvent des différents styles de leadership. Est-ce qu'il y en a un qui est meilleur? J'aime pas ça, mais meilleur qu'un autre dans ce contexte-là? Oui, c'est une très bonne question. Moi, je dirais que le leader a En fait, les meilleurs leaders, les leaders qui vont le mieux s'en sortir, c'est ceux qui vont être capables d'adapter leur style de leadership aux gens qu'ils ont devant eux. Et ça, ce n'est pas donné à tous, mais les meilleurs leaders vont réussir ça. Donc, je reviens au point, si on prend le pouls des gens, on sait
c'est quoi qui les préoccupe. On va être capable d'adapter notre style de leadership. Cela dit, il y a quand même un principe général. On est loin de valoriser présentement des leaders qui vont être autoritaires, autocratiques ou qui prétendent avoir toutes les réponses. La réalité, c'est qu'ils ne l'ont pas. Je pense qu'il ne faut pas faire semblant de l'avoir. Ça va juste être démobilisant. Les gens ne prendront pas au sérieux. Donc, il faut démontrer beaucoup d'humilité. Il faut démontrer beaucoup d'écoute. Et il faut surtout démontrer qu'on est prêt à partager le pouvoir décisionnel avec des gens en qui on a confiance. Puis, il faut chercher des consensus. Parce que quand vient le temps, si on prend des décisions de manière plus unilatérale et qu'on cherche à déployer ça, si on n'a pas l'adhésion des gens, bien, ça va juste rempirer l'exécution du déploiement de ce qu'on veut mettre en place dans les prochains 12 heures ou dans les prochains 24 heures. Donc, imaginez. Là. Donc, si au moins on a un consensus au sein de ce que je vais appeler la cellule de crise ou l'équipe de direction, l'équipe de gestion, puis qu'après ça, on a tous ces agents de changement-là qui expliquent le pourquoi de la décision qui peut avoir l'air imparfaite parce qu'on n'a pas tous les éléments, mais au moins ils sont derrière la décision, puis on a un consensus auprès d'eux, puis ils deviennent des agents multiplicateurs pour la transformation. Puis l'autre élément qui est clé aussi, je dirais, dans le leadership, c'est vraiment l'aspect communication. Donc, l'aspect écoute et l'aspect communication claire et relativement courte. Donc, beaucoup d'impact, peu de mots au bon moment. Donc, les leaders qui savent bien communiquer sont vraiment choyés, disons. Oui, et en effet, dans ces cas où justement, peut-être aussi les leaders sont habitués à voir les gens face à face, là, c'est comme un autre défi aussi pour eux. D'ailleurs, la cellule de crise, je reviens là-dessus, mais est-ce qu'il y a une taille, je ne sais pas si tu l'as mentionné, je me répète peut-être, mais est-ce qu'il y a une taille, peut-être, est-ce que c'est en fonction de la taille de l'organisation? Est-ce que ça devrait être 20 personnes, 5 personnes? Ouais. Ben, en fait, ça dépend vraiment de l'entreprise et de sa capacité, là. Mais je dirais, ça prend une pluridisciplinarité. Ça prend autour de la table autant ton CPA qui est très branché sur le cash flow, sur le financement, l'aide financière. Ça prend ton PDG qui a son leadership, sa vision d'entrepreneur ou sa vision d'affaires. Ça prend les gens de ressources humaines qui gèrent toutes les mises à pied temporaires, les rappels, la rémunération, le recrutement, etc. Là. La santé et sécurité au travail. Ça prend les gens d'opération qui, au quotidien, essaient de maintenir les opérations les plus normales possibles. Ça prend tes gens d'approvisionnement. Évidemment, dans une PME, là, c'est parfois une seule personne qui fait un bon nombre de tout ça. Donc, l'idée, c'est d'avoir l'ensemble des expertises de l'équipe de direction autour de la table. Fait que ça peut être peu de monde ou ça peut être beaucoup de monde. Mais le facteur clé, puis ça, je l'ai vécu avec certaines organisations que j'accompagnais, si vous avez autour de la table des gens qui ont beaucoup, beaucoup de difficultés de par leur personnalité ou leur niveau d'expérience, de composer avec l'incertitude, avec les zones grises, ce n'est pas les personnes en bas autour de la table. Ou si on a beaucoup de difficultés à gérer leurs émotions, qui ont tendance à monter en émotion facilement, c'est peut-être pas les gens que tu veux parce que les décisions ne sont jamais simples à prendre et ne sont jamais noir ou blanc. Donc, ce que tu veux, c'est d'avoir des gens aussi qui ne prétendent pas avoir la bonne réponse, qui sont capables de travailler avec les autres points de vue, avec les autres complémentaires autour de la table et qui vont être capables de se rallier à un consensus, même si c'est peut-être pas la décision qu'il aurait prise s'il avait pris la décision tout seul. On est mieux avec un consensus, au pire qu'on réajustera dans 3 jours, dans une semaine, que de se battre pendant des heures entre nous et de ne pas agir. C'est ce qu'on voit des fois. Donc, le nombre, ça dépend évidemment de l'organisation, mais ça prend une représentativité pluridisciplinaire. Ensuite, au niveau des qualités des gens, ça prend des gens qui ont une capacité de résolution de problèmes complexes, multidimensionnels, avec beaucoup d'inconnus, puis être capable de prendre des décisions, gérer les risques, évaluer les risques de chacune des décisions. Vous n'avez pas idée, pour ceux qui ne l'ont pas vécu, comment une cellule de crise peut évaluer au quotidien quels sont les risques d'un employé qui présente des symptômes ou que sa femme ou son conjoint présente des symptômes, mais on ne sait pas s'il est atteint ou pas, ou s'il est asymptomatique. Puis là, les gens sur la ligne de production peuvent être, par exemple, en panique, puis dire, mon Dieu, sa femme est malade, pourquoi il est là, je n'ai pas d'être contaminé, puis ça dérape complètement sur le lieu de travail. C'est ça au quotidien. Donc, je vous dirais que ça prend vraiment des gens qui ont cette capacité-là de gérer leurs émotions, puis de travailler avec peu d'informations. Mais en même temps, on ne cherche pas des gens qui vont juste refuser de considérer les données puis prendre des décisions d'instinct. Ce n'est pas non plus mieux. Donc, ça prend des analytiques de situations complexes, calmes et qui sont capables de travailler en équipe.
Donc, c'est un peu ça. On va faire un petit checklist, en effet. C'est une belle liste de requis, j'en conviens, mais idéalement, c'est ça. Exact. Peut-être une dernière question. Et Denis qui demande une autre bonne question. Nous sommes à réfléchir le retour au bureau, du télétravail au bureau. Avez-vous des commentaires ou suggestions pour procéder, le niveau de vitesse de l'exécution, etc.? Oui, bonne question. Je vous dirais que le mot d'ordre que j'entends du gouvernement, des autorités de santé publique, c'est de poursuivre le télétravail pour longtemps encore. Donc, le mot d'ordre des autorités, c'est ça. Donc, je vous dirais qu'au-delà de ça, si vous sentez que certaines personnes ne sont pas capables d'exécuter leur travail de manière adéquate en mode télétravail puis que vous avez besoin de les ramener au bureau, OK. Mais encore faut-il vraiment s'assurer qu'on gère bien ça. Donc, le rythme, c'est surtout le rythme à lequel vous allez être capable de mettre en place les mesures requises pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs. Et ça va aussi nécessiter beaucoup de communication. Parce que tous les gens, moi, j'ai vu la différence. Il y a des gens qui sont en télétravail depuis le début de la crise. Tant mieux pour eux. Ils n'ont pas été confrontés à aucun risque. Mais là, certains vont devoir commencer à prendre les transports en commun. Donc, stress. Après ça, vont devoir composer avec des collègues qui sont peut-être moins respectueux des consignes. D'autres vont devoir porter un masque alors que c'est très inconfortable, etc. Donc, le rythme, je vous dirais, c'est si nécessaire. Si vous pouvez faire autrement, je vous dirais que la tendance de ce que moi j'observe dans toutes les tribunes où je suis, c'est que tous les travailleurs qui peuvent travailler efficacement en télétravail vont probablement rester en télétravail pour plusieurs mois et peut-être pour toujours. Donc, le retour au travail, je pense que ça va être ceux qui ont besoin d'être physiquement présents. Mais on ne voit vraiment pas une tendance à s'accélérer de ce côté-là. C'est le mot d'ordre qu'on a. Parfait, excellent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, André. Alors, merci. Je vais commencer les mots de clôture, mais bien évidemment, on vous a transmis, on va vous répéter aussi si jamais vous avez besoin à nouveau de la page où le contenu sera disponible, mais on vous l'enverra. Alors, merci à tous de votre participation. Il reste, s'il y avait d'autres questions, vous allez avoir une adresse à laquelle vous allez pouvoir l'adresser. Autrement, vous pouvez nous l'envoyer, on va la référer. J'aimerais te remercier encore, André, vraiment pour partager avec nous ces conseils importants et pertinents, notamment dans ces cadres. Et puis à nos participants ainsi qu'à Hydro-Québec, présentateur de cet événement. Pour vous tous, nous avons prévu un court sondage quand vous vous déconnecterez. Je vous invite à prendre une minute pour nous y répondre. Les résultats nous sont vraiment très utiles. Vraiment, on prend le temps de les lire et surtout d'agir sur vos commentaires. Donc, merci de nous aider à nous améliorer. Si vous vous êtes connecté en retard ou que vous souhaitez partager ces webinaires avec vos collègues, sachez qu'il sera encore une fois, je répète, disponible en rediffusion sur le site de la Chambre dès demain. Nous vous ferons parvenir les liens ainsi que celui pour télécharger la présentation d'André. J'espère que nous vous retrouverons la semaine prochaine pour nos prochains webinaires. Et sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Merci.